Bonsoir à tous, bienvenue dans ce dernier JTM de la semaine où l'on parlera politique et législative dans les élections partielles se dérouleront dans moins de 2 mois dans la première circonscription du territoire. Si l'ensemble des partis locaux ont d'ores et déjà désigné leurs candidats à la course au Palais Bourbon, du côté du MDM, des désaccords font leur apparition sur le choix du profil idéal. Les explications juste après les titres de ce 19h. Alors que la semaine dernière, les transporteurs scolaires avaient exercé leur droit de retrait suite à des actes de violence, le commandement de la gendarmerie de Mayotte a décidé de mettre en place un nouveau mode d'action préventif, l'embarquement de militaires dans les bus scolaires. Explication en ouverture de votre journal. Si certains candidats aux élections législatives partielles sont connus, d'autres sont encore dans l'expectative. C'est le cas du parti MDM où une réunion est prévue ce week-end afin de désigner le candidat officiel du parti. Pourtant, Daniel Zaïdani, arrivé 4e en juin, souhaite se représenter et ne comprend pas le choix de son président. Le point au cours de cette édition. Alors que les centres de ressources et d'information des bénévoles existent déjà dans tous les autres départements, à Mayotte, il vient de se créer. Objectif, faire monter en compétences les bénévoles de toutes les associations de l'île. Le pourquoi du comment, à la fin de votre journal. En éducation, au lendemain de la levée du droit de retrait exercé par les transporteurs scolaires durant près d'une semaine, la réponse à leurs préoccupations ne s'est pas fait attendre. Mesures annoncées, mesures aussitôt appliquées. Depuis mercredi dernier, le commandement de la gendarmerie de Mayotte, en partenariat avec la société Matisse et le vice-rectorat, mène une opération de sécurisation sur le réseau scolaire du département, avec comme nouveauté l'embarcation des militaires dans les bus, un dispositif qui a pour objectif de riposter face au phénomène d'insécurité sur l'ensemble des lignes de transport scolaire. Reportage. Au collège de Koungou, les transports scolaires assurent le service du midi, le tout sous l'œil très attentif des forces de l'ordre. Depuis 2 jours, des agents du commandement de la gendarmerie de Mayotte embarquent dans les bus aux côtés des élèves. Une mesure pour répondre aux préoccupations des transporteurs et des passagers, mais également réagir en cas de nécessité aux phénomènes de violence et de caillassage très fréquents ces derniers temps. Nous avons décidé de contribuer à la sécurisation de ces transports par la mise en place de services à l'intérieur des véhicules, des services qui seront planifiés en collaboration avec les entreprises de transport, avec le vice-rectorat également, au titre des lignes, des créneaux horaires, des dates de la semaine qui sont les plus vulnérables. Sur ces planifications, 2 militaires accompagneront à l'intérieur du véhicule les enfants, le conducteur, sur tout ou partie du trajet, de manière aléatoire, sans qu'évidemment nous nous disions où et quand ces missions auront lieu. L'objectif, je le répète, en est de sécuriser les occupants, comme de pouvoir éventuellement interpeller les auteurs de jets de pierre à l'encontre des bus et de manière à montrer qu'ils peuvent être très sévèrement sanctionnés. Un renfort aujourd'hui devenu vital après des semaines agitées sur les hubs du territoire. Une opération de sécurisation dans les cars et zones scolaires du second degré, désormais plus rassurante. Nous voulons remercier Monsieur le Préfet et Monsieur le Colonel, commandant de la gendarmerie de Mayotte, pour cet effort sans précédent qui est fait pour la sécurité de nos élèves, parce que c'est bien de cela dont il s'agit. Pour nous, il est indispensable qu'une bonne scolarité puisse se dérouler, et pour que cela se fasse, il faut absolument que cette histoire de transport scolaire se déroule dans les meilleures conditions possibles. Soulagement, effectivement, puisqu'on se sent soutenu sur le terrain, et c'est un signe fort qui va nous permettre de continuer à travailler dans des conditions sereines. Un énième dispositif mis en place et appelé à durer au vu de la situation depuis des années sur les réseaux de transport scolaire à Mayotte.
En politique, nous sommes à moins de 2 mois du premier tour des élections législatives partielles dans la première circonscription du territoire après l'annulation par le Conseil constitutionnel de l'élection de Ramlati Ali au mois de juin dernier. Des échéances à venir qui vont animer l'actualité ces prochaines semaines. Si les principaux partis locaux sont d'ores et déjà prêts et ont désigné leur champion, du côté du MDM, on semble vouloir couper le cordon avec Daniel Zaidani, candidat du mouvement historique l'été dernier. Le conseiller départemental de Pamandzi, invité de la matinale ce vendredi, n'a pas été tendre à l'encontre de la direction du parti. Un parti donc divisé à la veille d'une investiture décisive à la course au Palais Bourbon. Pierre Bellucci laisse Le 11 juin dernier, le candidat du MDM, Daniel Zaidani, avait terminé 4e des élections législatives avec 13,37% des votes exprimés. 7 mois plus tard, tout est à refaire et le conseiller départemental de Pamandzi souhaite retenter sa chance. Néanmoins, le président du MDM, Eynoudine Salim, a décidé de convoquer les membres du parti demain afin de désigner un nouveau candidat. Je pense que si je me suis présenté au mois de juin, c'est que je m'étais préparé, j'ai fait un travail de terrain, je me suis fait connaître, j'ai présenté un programme, nous avons fait des tournées dans les cellules, dans les villages, etc. Je ne pense pas très rationnellement qu'il serait raisonnable de faire différemment que de reconduire les candidats. D'ailleurs, vous constaterez que les partis qui sont tout autant démocratiques que le parti MDM, le candidat malheureux du 18 juin, quelques heures après la décision du Conseil constitutionnel, a annoncé sa candidature. Elle n'a pas été contestée et ça lui a permis aussitôt de partir en campagne. Pour Daniel Zaidani, du temps précieux est actuellement perdu en raison des choix d'un président qu'il accuse par ailleurs de ne pas avoir été à 100% derrière ses candidats. La formation politique MDM n'a pas été totalement derrière moi, ne m'a pas soutenu pleinement. Ça, c'est une réalité. Et cette déviance-là, qui a été marquée au cours du premier semestre 2017, je ne vois pas comment on va l'effacer en refaisant des primaires qui ne correspondent à rien, puisque quelle forme de déclaration je dois le faire? Là, je suis sur les médias, je dis que je serai candidat. Peut-être le président vous dira, oui, mais il ne m'a pas écrit, oh, il ne m'a pas envoyé de texto, ou il dira, j'ai pas reçu de mail. Des propos qui témoignent des divisions qui persistent depuis la fin des élections sénatoriales. Candidat malheureux en septembre dernier, Nadjima Amada, qui soutient pleinement Daniel Zaidani, met à son tour en cause la gestion actuelle du président. Moi, je remettrais plus la légitimité du président. Excusez-moi du peu. Quand on a des lettres d'un certain nombre de militants qui lui demandent de démissionner parce que aujourd'hui le parti est mal géré, quand on a un certain nombre de cadres du parti qui lui demandent de rééquilibrer les choses et d'écouter les candidats, d'écouter les cadres, mais qu'il n'en fait qu'à sa tête, quand on a un parti qui est dirigé par une seule personne, aujourd'hui il n'y a pas de bureau, demandez-lui d'amener un bureau ici. Il n'y en a pas. On a un comité directeur qui va prendre des décisions. En tout et pour tout, depuis le mois de janvier de 2017 jusqu'à aujourd'hui, je crois que le parti s'est réuni 3 ou 4 fois. Vous pensez que c'est digne d'un grand parti comme le MDM? En septembre dernier, plusieurs membres du bureau ont démissionné. Depuis, le parti ne semble pas avoir crevé l'abcès, aux grandes dames de Daniel Zaidani, qui craint une nouvelle défaite en raison de cette division en interne. Moi, je crois que quand vous avez un raisin pourri dans un panier, il faut l'enlever. Si on le laisse, il va contaminer le panier. Voilà la réalité. Alors, est-ce qu'on a fait la purge? Non. Moi, ce qui m'embête aujourd'hui, c'est que lorsqu'effectivement je constate que des hauts responsables des cadres quittent le bureau et qu'on ne veut pas discuter de ces démissions, c'est un problème. Donc, moi, je le dis, le candidat est prêt. Mais est-ce que le parti a la volonté réelle de voir le candidat gagner? Il ne suffit pas de le dire. Il faut le faire. Il faut travailler. Donc moi, les déclarations pour dire j'aime Daniel Zaidani, je suis avec Daniel Zaidani, je travaille pour le MDM, ça ne me suffit plus. On veut plus de paroles, on veut des actes. À moins de 2 mois du premier tour des législatives partielles, le MDM est toujours à la recherche d'une union sacrée qui lui fait pour l'heure cruellement défaut.
19h10 sur Cauzy TV, merci d'être avec nous. À présent, état des lieux du reste de l'actualité locale de ce vendredi 2 février dans les brèves de Pierre Bellucci et Leslie Vimenet. Une réunion a eu lieu ce matin entre une délégation de parents d'élèves, les inspecteurs pédagogiques et le maire de Koungou, Hassani Bamkolo Sindou. Actuellement, 10 des 12 écoles de la commune sont fermées en raison du mouvement des parents qui réclament de meilleures conditions d'hygiène et de sécurité au sein des établissements de la commune. Après 2h30 de discussion, tous se sont mis d'accord pour que dès la semaine prochaine, certaines écoles rouvrent leurs portes aux enfants. Majikavo Koropa 1 et 2, Koungou Baobab, Koungou Plage, Koungou Plateau et l'école primaire de Trévani sont concernés. Ces réouvertures sont néanmoins conditionnées à la réalisation de travaux au cours du week-end et devraient prendre effet mardi. Les écoles qui resteront toujours fermées sont celles de Majikavo Koropa 3 et Koungou Mairie. Quant à l'école maternelle de Trévani, la mairie va prendre un arrêté municipal, car cette école nécessite des travaux pouvant durer plusieurs semaines. Depuis plusieurs jours, le centre opération de surveillance et de sauvetage de la Réunion diffuse des messages à tous les navires de commerce évoluant dans le canal du Mozambique afin de les alerter sur la disparition de 2 pêcheurs mahorais depuis le 17 janvier 2018. Samedi dernier, un navire de commerce panaméen a aperçu une barque de pêche faisant des signaux lumineux avec 2 personnes à bord. Les rescapés ont été pris en charge à proximité de la passe de Mtsamboro pour les ramener à terre. Après enquête, les 2 marins avaient appareillé d'Anjouan le 26 janvier pour pêcher vers les Grandes Comores avant de subir une panne moteur. Les 2 naufragés sont des pêcheurs professionnels comoriens et leur retour vers Anjouan a été organisé. Concernant les 2 pêcheurs mahorais toujours disparus, la diffusion des messages aux navires de commerce se poursuit, mais l'espoir se réduit au fil des jours. L'épidémie de grippe a débuté fin septembre à Mayotte, ce qui représente un démarrage précoce. Depuis la mi-novembre, une lente diminution de l'activité grippale est observée, mais la maladie est longtemps restée à un niveau élevé par rapport à ceux observés à la même période depuis 2010. La surveillance virologique a par ailleurs permis de mettre en évidence une circulation virale représentée majoritairement par le virus de type H1N1. En 2017, 8 personnes ont été hospitalisées en réanimation pour une forme sévère de grippe, dont 2 cas sont décédés. Néanmoins, bonne nouvelle, l'Agence régionale de santé vient d'annoncer que l'épidémie de grippe saisonnière à Mayotte est à présent terminée. Il convient cela dit de rester vigilant et de consulter un médecin en cas d'apparition de signes propres à la maladie. En effet, chaque année en France, la grippe tue entre 1500 et 2000 personnes. Avis aux adeptes du soleil et de la plage ou ceux à la recherche d'une idée de sortie, sortez vos maillots de bain et ballons de plage. Les dimanches à la plage sont de retour après une année de pause, 5e édition cette année et ce week-end c'est Musical Plage qui accueillera ce grand rendez-vous. Bonsoir Irohan. Bonsoir. De Mayana by Night. C'est bien ça. Expliquez-nous, qu'est-ce que les dimanches à la plage? Les dimanches à la plage, c'est plusieurs organisateurs événementiels qui se sont réunis pour vendre une super prestation sur la plage avec des bars, etc., des animations pour les enfants, etc. Donc plusieurs prestataires réunis aussi pour le bien commun. Donc on travaille tous pour envoyer du lourd un peu aux gens, on va dire. Alors quel type de prestations il y aura? On parle d'animation, de plusieurs animations? C'est ça, alors il y aura plusieurs prestataires déjà sur la partie nourriture, une partie voulée, une partie stand voulée, etc. Il y a une partie bar à cocktail, bar normal. Il y a une partie gourmandise aussi avec les barbapapa, les churros, les gaufres, les crêpes pour les enfants. Et puis il y a aussi des animations pour les enfants pour que les parents puissent venir avec les enfants et être tranquilles un peu toute la journée. Il y a des jeux pour les enfants, donc château gonflable, tyrolienne, il y a des jeux façon kermesse avec des lots à gagner, il y a des animations sportives aussi. Donc voilà quoi, c'est un événement qui a été créé pour rassembler tout le monde, quoi. Les petits, les grands, les pauvres, les moins pauvres. Voilà. Justement, rappelez-nous l'origine de cet événement. À la base, cet événement, on l'a créé un petit peu plus entre amis. C'était un groupe d'amis qui se sont réunis, qui faisaient ça sur la plage, qui mettaient un peu de son, etc. Voulaient, on invitait du monde, etc. On a commencé tout doucement. Il commençait à y avoir plus de monde, 50 personnes, 100 personnes, 150 personnes. Et puis après, on a vu que c'était ça devenait une machine, ça devenait vraiment un événement. C'était plus un truc entre amis, donc on a décidé de stopper là.
pour pouvoir plus tard refaire avec les moyens, les bons moyens, etc., dans les règles, etc. Et puis dernièrement, on s'est tous remotivés, puis on a décidé qu'en 2018, on relançait le projet avec encore plus d'organisateurs, encore plus de prestations, encore plus de prestataires, et tout ça pour le bien commun. Alors vous avez eu le temps de retravailler le concept avec quel objectif? C'est ça, à la base c'était un concept un peu rose, c'était entre amis, vraiment un petit volet tranquille entre amis. Là on a ajouté, il y a plusieurs DJ, il y a 11 DJ, il y a plusieurs prestataires, il y a des glaces roulées, Caresse Crime, il y a LC Traiteur qui va faire plein de petits gâteaux, etc. Voilà, il y a pas mal de prestataires et... Alors l'objectif également, c'est il y a des fonds qui seront reversés. C'est ça, alors... comme on vous a dit, c'est un événement pour rassembler tout le monde, donc on n'a pas voulu faire d'entrée payante. Mais pour mettre un peu tout le monde dans le bain, pour que tout le monde participe, on a décidé de faire une entrée participative. À savoir, expliquez-nous ce type d'entrée participative, à quoi servira-t-elle? Donc voilà, vous donnez ce que vous voulez ou ce que vous pouvez pour rentrer, ça peut être 50 centimes, 1 euro, 10 euros, voire plus si vous soutenez le projet, mais vous donnez ce que vous pouvez avec vos moyens, etc. Ces fonds-là seront réunis et partagés entre 5 associations qui viennent bosser sur l'événement, qui viennent nous aider, et ces fonds serviront à financer des projets humanitaires. Alors de quel type d'association on parle? On peut les présenter? Bien sûr, on a l'association Gueule d'Amour qui aide les animaux. Voilà, qui protège les animaux. On a l'association Yes We Canettes qui fait beaucoup de ramassage d'ordures, etc. Et puis après, avec les canettes, tout ça, ils font beaucoup de recyclage, ils font des petits jeux pour les enfants, ils font des petits colliers, des petits... Voilà, c'est une association qui fait beaucoup de recyclage et qui retravaille les produits. On a le Boxing Club de Kawini qui vient faire l'animation sportive, l'initiation boxe pour les enfants. On a Narik Msada qui vient faire la prévention sur le côté un petit peu... contre le sida, contre le sida, etc. Et puis il y a le Sourire du Lagon aussi qui vient. C'est une association qui récolte des fonds pour les enfants pauvres. Et avec ces fonds-là, il leur livre des repas, quoi. Alors, comment expliquer justement le succès de ce rendez-vous, de cet événement? À la base, c'est ça, c'est qu'on était tous ensemble, tous unis sur le projet, tout le monde se mettait dessus, il n'y avait pas d'embrouille, il n'y avait pas d'histoire d'argent, etc. Donc, tout le monde était uni et c'est ça l'esprit qui a plu aux gens. Alors, cette année, on parle de un dimanche par mois à la plage? Inch'Allah, là on reprend cette année, ça fait quand même un an et demi qu'il n'y a pas eu de dimanche à la plage. On va déjà voir, bon je pense que ça va être un succès bien sûr, mais on va déjà voir comment ça se passe, etc. Et oui, bien sûr, notre but serait de faire tous les premiers dimanches du mois, de pérenniser le projet. C'est ce dimanche qui déterminera justement les dimanches des mois suivants, comme on dit. Donc on demande un peu aux gens de nous soutenir, etc. Voilà, Mayotte a besoin de vous, et il faut que tout le monde se mobilise pour qu'on arrive à continuer à faire des projets comme ça pour le bien commun. Donc rendez-vous ce dimanche à Musical Plage à partir de... C'est ça, au restaurant Le Majou. Ça commence à 10h jusqu'à 18h. Alors on rappelle, il y aura 11 DJ qui seront présents. C'est bien ça, des stands de restauration, des stands gourmandises pour les enfants avec des barbes à papa, des gaufres, etc. Des animations sportives, des jeux pour les enfants et plein d'autres choses. Et j'en passe, il y aura encore plein de surprises pour vous. Alors on répondra bien évidemment au rendez-vous familial ce dimanche du côté de Musical Plage. Merci Irwan d'avoir accepté notre invitation et de nous parler de ce magnifique projet. Une autre bonne nouvelle ce vendredi dans notre département pour le monde associatif au niveau local. Le centre de ressources et d'information des bénévoles voit enfin le jour à Mayotte. Présent dans l'ensemble des départements de France, la structure manquait cruellement sur l'île aux Lagons. Depuis le mois de décembre dernier, le ministère de la Jeunesse et des Sports a attribué le label au comité régional olympique et sportif de Mayotte. Et ce matin justement, c'est au siège du CROSS que se tenait un point presse afin d'évoquer l'utilité, mais surtout les enjeux de ce nouveau service. Adèle Laurent. Afin de répondre aux besoins croissants d'information des bénévoles associatifs, les pouvoirs publics ont décidé de créer un centre de ressources et d'information des bénévoles sur le territoire. Ce CRIB a pu voir le jour grâce au financement du département, mais aussi de l'État via la direction de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale. Le directeur de cette dernière institution nous explique l'importance de donner cette opportunité aux associations de l'île. Les associations sont vraiment des partenaires de l'État maintenant, puisque c'est elles qui, sur les territoires, concourent à la cohésion sociale, au lien entre les individus,
et qui leur permettent d'évoluer et de grandir. Toutes les associations sont pour nous des acteurs éducatifs sur le territoire, les associations qui accompagnent les jeunes, qui accompagnent les familles dans leurs besoins, dans leurs loisirs, et ce sont des partenaires essentiels de l'État. Et ce sont 2000 associations locales qui vont pouvoir recourir au service du CRIB, dont les missions sont d'informer, d'orienter et de former les bénévoles de Mayotte, notamment en raison des mutations sociétales et institutionnelles s'opérant sur l'île. Maintenant, avec l'évolution institutionnelle de Mayotte, la gestion associative a changé. Il faut des connaissances en matière juridique, en réglementation qui changent tout le temps. Donc le CRIB servira d'accompagner le mouvement sportif dans sa totalité pour faire face à ces changements. Et encore une fois, ce n'est pas uniquement le mouvement sportif, mais le mouvement associatif en général. En effet, cet outil d'information et de formation s'adresse aux bénévoles de toutes les associations de l'île. L'objectif est de structurer et de développer ces associations en faisant monter en compétences leurs bénévoles. La chargée de mission du Centre de ressources et d'information des bénévoles nous en dit plus. Être bénévole associatif, c'est de plus en plus compliqué. De nos jours, il y a les mêmes contraintes que lorsqu'on est salarié, mais on est bénévole. Donc le CRIB est vraiment là pour accompagner et former tous les bénévoles des associations dans leur démarche. Il y a déjà plusieurs associations qui nous ont sollicité pour un accompagnement. C'était par exemple pour une structuration, une création d'associations, donc la rédaction des statuts, du règlement intérieur, tout ça. C'était aussi pour certains projets, la mise en place de projets, ou alors sur des demandes de subventions, remplir des dossiers de demande de subventions, voilà, on peut accompagner les structures là-dessus. Et ensuite, voilà, sur certaines formations que le CRIB met en place. Des formations comme le certificat de formation à la gestion associative, la formation Valeurs de la République et laïcité, ou encore les formations à la carte. Pour tout renseignement, les membres d'associations peuvent contacter le CRIB par téléphone ou se rendre directement au centre de ressources et d'information des bénévoles, situé dans les locaux du CROSS, en face du stade de Cavani. Bonsoir Pierre Bellucci. Bonsoir Sony, bonsoir à tous. Alors, hashtag que retenir, que faut-il retenir de l'actualité cette semaine ? Il y a beaucoup de choses à retenir. En tout cas, ce qu'on a retenu, on a souhaité retenir et remettre à nouveau en avant, c'est d'abord cette agression de Ben Nazek qui a beaucoup fait parler, beaucoup fait réagir avec la rencontre entre le collectif et la famille. Il y a eu également ce sujet aujourd'hui avec les gendarmes bientôt dans les bus scolaires avec, on se souvient, ce droit de retrait la semaine dernière. Et puis le code du travail qui rentre en application progressivement, c'est un peu compliqué. Je vous propose justement de regarder un petit florilège de réactions par rapport à ces trois sujets. Ça fait plaisir parce qu'on voit qu'on n'est pas seul, qu'on est soutenu et qu'il n'y a personne. Les gens à qui ça leur arrive, ils restent chez eux, ils ont de la peine, mais ils n'ont pas les moyens peut-être de s'exprimer. Et moi, je veux m'exprimer, rien que pour le petit. Et voilà, je veux aller le plus loin possible. Ça ne peut plus continuer comme ça, il y a trop de violence, il y a trop d'agressions, on n'est plus en sécurité nulle part, ça devient catastrophique. Nous avons décidé de contribuer à la sécurisation de ces transports par la mise en place de services à l'intérieur des véhicules, des services qui seront planifiés en collaboration avec les entreprises de transport, avec le vice-rectorat également, au titre des lignes, des créneaux horaires, des dates de la semaine qui sont les plus vulnérables. Sur ces planifications, 2 militaires accompagneront à l'intérieur du véhicule les enfants, le conducteur, sur tout ou partie du trajet, de manière aléatoire, sans qu'évidemment nous nous disions où et quand ces missions auront lieu. L'objectif, je le répète, en est de sécuriser les occupants, comme de pouvoir éventuellement interpeller les auteurs de jets de pierre à l'encontre des bus et de manière à montrer qu'ils peuvent être très sévèrement sanctionnés. Les anciens salariés, ceux d'avant 2018, travaillent 35 heures, payés 39. Et les nouveaux
travaillent 35 heures, payés 35 et au SMIC. C'est-à-dire il y a un écart de taux horaire d'à peu près 11% par rapport à des gens qui font la même fonction, le même travail. Et ça, par contre, c'est illégal. Alors Pierre, on débute par cette information. Plus d'une semaine après l'agression de Ben Nazek, 16 ans, du côté de Ajingwa, la société civile s'est mobilisée, s'est rendue aux côtés de la famille du jeune garçon. Oui, ça a beaucoup fait réagir, beaucoup d'émoi. On voit qu'il y a une espèce de solidarité, une sorte de solidarité face à cette violence qui frappe tout le monde finalement. C'est vrai que personne n'est épargné et le collectif de Mayotte, mais il y a eu d'autres actions, effectivement, est allé à la rencontre de la famille, mais il y a eu d'autres actions, des appels à la mobilisation, aux marches. Il doit y en avoir notamment ce week-end du côté donc de Iloni. De Dembéni, oui. Tout à fait, dans la commune de Dembéni, notamment Iloni, le village où vit le jeune Ben Nazek. Rappelons qu'il est toujours à La Réunion, dans un état grave. Il a été évassané. Donc effectivement, voilà, il y a une mobilisation et puis aussi cette volonté d'en finir et d'en finir avec la violence et de s'unir. Un front commun pour dire stop. Et effectivement, c'est aussi important ce qu'explique le collectif de Mayotte, à savoir l'accompagnement aux victimes. C'est aussi pour ça qu'ils sont allés au devant de la famille et puis qu'ils ont envoyé une lettre au préfet de Mayotte pour lui demander à ce qu'on applique la loi, à savoir qu'on accompagne les victimes. Alors effectivement, c'est un accompagnement qui logiquement entre dans le cadre du terrorisme, mais eux considèrent qu'il s'agit d'actes terroristes et qu'en tout cas, il y a une sorte de terreur qui effectivement est créée par ces agressions. Les coupeurs de route, là on est dans une histoire plus ou moins de coupeurs de route puisque ils lui ont bloqué la route et effectivement ils l'ont passé à tabac avec dans le témoignage quand même des mots très forts où elle explique que dans la mesure où il est conscient, Ben Nazek il a pu tout raconter, qu'il entendait, qu'il expliquait est-ce qu'il est mort et il continuait à le taper jusqu'à ce que mort s'en suive. Donc on en est là aujourd'hui. Voilà, donc effectivement face à ça il faut absolument que tout le monde prenne conscience et que tout le monde s'unisse pour dire non, c'est pas possible, il faut que ça s'arrête. Une autre union, Pierre, SCG des transports scolaires, ou une union entre le vice-rectorat, le transporteur Matisse et le commandement de la gendarmerie de Mayotte, avec des nouveaux passagers dans les transports scolaires ces prochaines semaines. Avec des problématiques qui sont liées finalement, parce que là encore on est dans la lutte contre la violence. Alors là on est la violence au niveau scolaire, notamment sur les hubs de transport, mais également dans les bus. Donc on le voit, les gendarmes ont réagi, c'est aussi bien. On montre que voilà, par cette mobilisation citoyenne, aussi il y a des appels qui sont lancés aux autorités en disant il faut faire des choses. Là ils lancent ce dispositif, les gendarmes, on verra ce que ça donne. C'est vrai que ça choque de voir des gendarmes, des militaires dans des bus, mais s'il faut en passer par là, comme le disait il y a quelques jours le secrétaire départemental du SNES-FSU qui disait oui, il faut peut-être construire des murs autour des écoles, peut-être qu'il faut aujourd'hui des gendarmes dans les transports scolaires, on en est peut-être arrivé là. D'un côté c'est dramatique, mais d'un autre côté il faut quand même assurer à la fois la sécurité des transporteurs, des chauffeurs de bus et puis des élèves. On peut pas se dire que ça va s'arranger comme ça du jour au lendemain. Effectivement il faut des actions parfois de coups de poing. Là il y aura des militaires qui seront dans les bus, de manière aléatoire, justement pour pouvoir intervenir et puis avoir cet effet de surprise. Voilà, donc on verra ce que ça donne. Il y aura d'autres actions qui seront menées par rapport à ce protocole qui a été signé entre les autorités et les transporteurs en tout début de semaine. Donc voilà, effectivement c'est aussi quelque chose qu'on va suivre dans les prochaines semaines, qui a fait l'actualité mais qui va continuer à la faire à partir des semaines à venir. Alors toute autre chose, Pierre, à peine installé, le code du travail de droit commun cristallise déjà visiblement. Oui, on s'y attendait un peu. C'est vrai qu'on s'y attendait parce que c'est quand même un grand bouleversement. On change de code du travail, donc forcément c'est compliqué, on le savait. En plus on est sur une date butoir, au 1er janvier ça a commencé. Effectivement ça fait grincer des dents parce que c'est pas simple de changer de code du travail, dans la mesure où voilà, pour la question des 35 heures, c'est celle qui a beaucoup fait parler cette semaine. On est passé de 39 à 35. Maintenant les entrepreneurs ont par entreprise le choix d'y passer ou non, donc voilà, donc il y a des adaptations à faire. Donc forcément en plus on sait qu'il va y avoir des négociations par rapport aux branches.
au sein des différentes entreprises, donc là encore, et des différentes branches de métier. Donc là encore, ça va être compliqué. Donc c'est pareil, on va suivre de très près ce code du travail qui fait réagir autant le patronat que les syndicats salariés, voilà, qui explique aussi que la DIECT, pour l'instant, n'est pas vraiment au rendez-vous. Mais voilà, la DIECT, elle fait aussi avec ses moyens. C'est aussi compliqué pour tout le monde. Elle doit aussi s'adapter. Et c'est vrai qu'on se souvient que Dominique Ledémé, qui a été chargé justement d'adapter ce code du travail, il le disait, ça va être très compliqué. Ça va être compliqué parce que du jour au lendemain, comme ça, de tout changer, d'arriver dans le droit commun, c'est jamais simple. Donc voilà, on va suivre de très près. On espère que ça va bien se dérouler. On pense à certaines entreprises comme Maïko où c'est compliqué déjà de base et où effectivement il va y avoir des accords de branche aussi à trouver dans les prochaines semaines, des conventions collectives et oui, ça risque d'être crispé au niveau social. C'était ce qu'il fallait retenir de l'actualité cette semaine. Merci beaucoup Pierre. Merci à vous également de nous avoir suivis. Fin de ce journal. Je vous souhaite une très belle soirée et un excellent week-end sur les antennes de Coésie.